Imagine-toi à Berlin, dans les années 1920, en poussant la porte d'une boutique où la radio commençait à se faire une place. Pour beaucoup de gens, c'était une invention étonnante. Elle permettait d'écouter de la musique sans avoir les musiciens sous les yeux et de suivre des nouvelles venues de loin. C'était quelque chose de nouveau, de différent. Et cela éveillait un mélange de curiosité et d'émerveillement parce que, pour la première fois, une voix pouvait arriver chez toi sans que personne ne franchisse la porte. Et pourtant, au milieu de ce moment de découverte, avec des marques qui apparaissaient là partout et des inventions encore à moitié définies, quelqu'un eut une idée si simple qu'elle passait presque inaperçue. Un petit point bleu. Oui, c'est comme ça que tout a commencé. L'histoire de Blaupunkt n'est pas née avec un grand lancement ni avec une campagne spectaculaire. Elle a commencé par un tout petit geste. Marquer les produits vérifiés avec un point bleu. Ce n'était pas un argument commercial, ni un symbole pensé pour se démarquer. C'était juste une façon interne d'indiquer qu'un appareil avait été contrôlé. Mais ce détail, si simple, a fini par prendre une ampleur que personne n'aurait imaginée. Revenons à ce Berlin du début des années 1920. La radio commençait à changer la vie quotidienne. Les nouvelles ne dépendaient plus seulement du papier, et la musique n'avait plus besoin d'un instrument dans la pièce. C'est dans ce contexte qu'est née l'entreprise Ideal, en 1924, dédiée à la fabrication de casques et de composants liés à la radio. Et c'est là qu'est apparu le détail qui allait marquer son destin. Chaque produit était vérifié un par un, et s'il était en bon état, il recevait un petit sceau bleu. Rien de plus. Prends une seconde pour y penser. Aujourd'hui, on est entouré d'étiquettes, de notes et d'avis partout. Mais à l'époque, un symbole comme celui-là avait un poids énorme. Les gens ne cherchaient pas le plus moderne. Ils cherchaient en quelque chose qui fonctionne bien et qui ne tombe pas en panne au bout de quelques jours. Et puis, il s'est passé l'inévitable. Les clients ont commencé à demander ceux avec le point bleu. Ils ne demandaient ni la marque, ni le modèle, ni des chiffres compliqués. Ils voulaient simplement ceux qui avaient le point bleu. Et ce surnom, répété encore et encore, a fini par guider l'avenir de l'entreprise. Parce que point bleu, en allemand, ça se dit Blaupunkt. Et en 1938, ce surnom a cessé d'être une manière familière de parler de leurs produits pour devenir le nom officiel de la société. Comme si la marque était née directement des gens, de ce que les gens demandaient. Et quand ça arrive, tu as déjà une place assurée dans la mémoire collective. Le plus intéressant est venu après. Parce que Blaupunkt ne s'est pas contentée de fabriquer des produits fiables. Elle a aussi voulu explorer de nouvelles voies. Et l'un des pas les plus audacieux est arrivé très tôt. À une époque où l'idée d'avoir une radio dans la voiture paraissait encore étrange à la plupart. En 1932, la marque a présenté l'autoradio AS5, l'un des premiers modèles disponibles sur le marché européen. À ce moment-là, l'automobile était un moyen de transport assez basique. Longs trajets, routes irrégulières et des véhicules qui n'étaient pas conçus pour accueillir des appareils délicats. Et pourtant, Blaupunkt a misé sur quelque chose qui semblait en avance sur son temps. Que la voiture ne serve pas seulement à te déplacer, mais qu'elle t'offre aussi de la compagnie pendant le voyage. Ces premiers autoradios étaient grands, lourds et pas du tout discrets. Et justement, à ce moment de croissance, un nom décisif est apparu, Robert Bosch. En 1933, Blaupunkt est entré dans le groupe Bosch. Ce n'était pas un simple changement administratif. Cela signifiait plus de ressources, plus de capacités techniques et plus de stabilité pour développer des produits pensés pour l'automobile. Pendant des décennies, cette union a permis à Blaupunkt de s'imposer comme une référence du son dans la voiture. Puis, la Seconde Guerre mondiale est arrivée et, comme pour tant d'entreprises européennes, tout a été bouleversé. Après le conflit, Blaupunkt a déplacé son siège et sa production à Hildesheim, où elle allait rester pendant de très nombreuses années. C'est de là qu'a commencé une période particulièrement importante pour la marque. La période d'après-guerre a marqué une phase de croissance notable pour Blaupunkt. En 1949, elle a présenté la première radio en Europe capable de recevoir la FM, une technologie qui offrait une fidélité audio bien supérieure à l'AM. La FM
apportait un son plus stable et plus propre, avec moins d'interférences, moins de bruit et une clarté nettement meilleure. Et les chiffres ont commencé à parler d'eux-mêmes. En 1959, Blaupunkt a célébré la fabrication de son autoradio numéro 1 million, un chiffre impressionnant pour une époque où l'électronique se produisait encore de manière bien plus artisanale qu'aujourd'hui. La boule de neige a continué de grossir et, en 1971, l'entreprise avait déjà atteint les 10 millions d'unités. Ce n'était pas une marque parmi d'autres, sa croissance régulière et sa présence de plus en plus forte sur le marché le montraient parfaitement. Avec les étapes franchies, durant les décennies 1960 et 1970, Blaupunkt s'est imposé comme l'un des plus grands fabricants d'Europe en radio automobile et en équipements associés. Pour répondre à une demande en hausse, l'entreprise a étendu sa production au-delà de l'Allemagne. D'abord, elle a repris une ancienne usine de Philips et Grundig au Portugal pour fabriquer des unités principales d'autoradio. Puis, elle a ensuite intégré des sites en Tunisie et en Malaisie, dédiés aux enceintes et à d'autres composants électroniques. Vers le milieu du XXe siècle, ces produits étaient déjà vendus dans plus de 50 pays, consolidant Blaupunkt comme un nom familier dans le monde de l'audio automobile, surtout en Europe. S'il y a quelque chose qui a caractérisé cette période, c'est que Blaupunkt ne s'est pas contentée d'offrir un bon son. Elle a aussi commencé à réfléchir à la façon de faciliter la vie du conducteur. En 1974, elle a présenté le SK1, un autoradio capable de recevoir des infos trafic via un signal spécial. Pour l'époque, c'était une nouveauté importante. Cela permettait aux conducteurs de recevoir des informations utiles sans avoir à surveiller quoi que ce soit. Ce fut l'un des premiers pas vers l'idée que la voiture pouvait aussi être une source d'informations pratiques pendant le trajet. Et puis les années 80 sont arrivées, une décennie où l'automobile a commencé à se remplir d'électronique. La voiture a commencé à devenir un espace où cohabitaient de plus en plus d'appareils. Et Blaupunkt s'est à nouveau retrouvé au cœur de ce changement. Durant cette décennie, la marque a travaillé sur des prototypes de systèmes capables de guider des itinéraires. Pour la plupart des gens, l'idée qu'un appareil puisse t'orienter dans une voiture semblait encore lointaine, presque futuriste. Mais en 1989, un progrès décisif est arrivé. Blaupunkt a lancé un système de navigation conçu pour être produit à grande échelle, connu sous le nom de Travel Pilot. Ce système a ouvert la voie à ce qui, des années plus tard, deviendrait courant dans les véhicules modernes avec le GPS. Pendant que tout cela se passait, Blaupunkt devenait un fournisseur essentiel pour plusieurs constructeurs automobiles en Europe, notamment Renault, Audi, Volkswagen, Mercedes-Benz et BMW. Sur certains modèles, le nom Blaupunkt n'apparaissait même pas sur la façade des radios ou des systèmes audio. À la place, on trouvait des appellations propres à chaque marque, comme Gamma chez Volkswagen. Malgré tout, l'électronique, le design et l'ingénierie étaient l'œuvre de Blaupunkt, même si la façade ne le révélait pas. Au cours des années 1990, alors que la fabrication de radios automobiles restait son activité principale, Blaupunkt a élargi son catalogue et a eu une présence notable dans l'électronique domestique. Elle a fabriqué des radios pour la maison, des chaînes stéréo, des téléviseurs et d'autres appareils, jusqu'à devenir une marque grand public assez complète. Mais ces années ont aussi apporté une concurrence internationale de plus en plus dure. La production de masse a augmenté, les prix ont baissé, et maintenir une position forte sur tous les fronts est devenu de plus en plus difficile. Dans ce contexte, et sous l'aile de Bosch, Blaupunkt a pris une décision importante. En 1996, elle s'est réorganisée pour se concentrer surtout sur le secteur automobile, sur les systèmes multimédia et sur l'électronique orientée véhicule. La partie domestique est passée au second plan. En résumé, la marque a décidé de se concentrer sur ce pourquoi elle avait le plus d'expérience et de reconnaissance, le son et la technologie à l'intérieur de l'automobile. Pendant un temps, cette stratégie a porté ses fruits. D'ailleurs, la fin des années 90, l'ampleur de ce que Blaupunkt avait accompli durant les décennies précédentes s'est reflétée dans un chiffre impressionnant. En 1999, on a parlé de 100 millions d'autoradios produits. 100 millions d'unités qui montraient à quel point
la marque avait été présente dans la vie quotidienne de plusieurs générations de conducteurs. Ainsi, Blaupunkt a continué d'innover, a maintenu sa présence dans le secteur et a lancé des produits pensés pour les passionnés de car audio comme la série Velocity. Mais en entrant dans les années 2000, le paysage a complètement changé. Jusque-là, si une voiture arrivait avec une radio simple, il était courant de la remplacer par un meilleur modèle. Il suffisait d'aller dans un magasin, de choisir une unité plus avancée et de l'installer. C'était une amélioration fréquente et relativement simple. Cependant, avec le temps, la plupart des constructeurs ont commencé à intégrer l'audio, la navigation, les commandes au volant et les écrans dans un seul ensemble électronique. La radio a cessé d'être un composant indépendant et est devenue une partie d'un système beaucoup plus complexe. Et quand cela s'est produit, le marché du remplacement d'autoradios a chuté drastiquement. Il n'était plus si facile de la changer sans affecter d'autres éléments du véhicule. En même temps, la concurrence dans l'automobile était aussi intense. Des marques japonaises comme Pioneer, Kenwood, Alpine ou Sony avaient une présence mondiale très forte, et en plus est arrivée une vague de fabricants moins chers, surtout venus d'Asie, qui ont rempli le marché d'options à prix plus bas. Dans ce contexte, une marque allemande à l'image premium, comme Blaupunkt, avait du mal à rivaliser uniquement sur le prix. Au fil des années, un autre grand changement s'est produit, la musique est devenue portable. D'abord, sont arrivés les petits lecteurs, puis le téléphone mobile. Et avec ça, les habitudes d'écoute en voiture ont changé. Dans ce cadre est arrivée la crise économique de la fin des années 2000, et le choc a été double. Le marché s'est contracté, les ventes ont baissé, beaucoup de magasins ont fermé, et plusieurs entreprises ont réduit leur gamme ou ont carrément quitté le secteur. Dans ce contexte, Bosch a pris une décision importante, vendre Blaupunkt. En décembre 2008, on a annoncé qu'il y avait un acheteur, et en mars 2009, l'opération a été finalisée. La marque est passée aux mains du groupe allemand Aurelius, spécialisé dans la restructuration d'entreprises. Mais il y avait un détail qui n'était pas toujours clair. Bosch n'a pas tout vendu. Elle a gardé une partie très précieuse, la division qui travaillait directement avec les constructeurs automobiles, c'est-à-dire les systèmes audio installés de série dans les véhicules. Le cœur des accords OEM, les contrats de systèmes intégrés, est resté chez Bosch. Ce qui est parti chez Aurelius, c'était surtout l'activité orientée vers le consommateur et d'autres produits. La conséquence a été évidente. Blaupunkt, devenue une entreprise indépendante sous Aurelius, a perdu d'un coup l'un de ses piliers les plus solides, sa présence dans les véhicules neufs, dès la sortie d'usine. En plus, Bosch a cessé d'utiliser le nom Blaupunkt sur ses équipements intégrés. En d'autres termes, à partir de 2009, le logo a commencé à disparaître des véhicules neufs. Pas parce que les gens arrêtaient d'écouter de la musique en voiture, mais parce que l'activité avait changé de main et que le nom n'était plus inclus dans les modèles tout juste sortis du concessionnaire. À partir de là, Blaupunkt a dû s'appuyer surtout sur ce qu'elle vendait au consommateur final, sur le marché secondaire et sur le souvenir de la marque, justement au moment où ce marché était en déclin. Aurelius a essayé de maintenir l'entreprise. Il a réorganisé des services, réduit les coûts et cherché à s'adapter. L'une des décisions les plus importantes est arrivée autour de 2011, quand la production traditionnelle a été abandonnée pour passer à un modèle basé sur la sous-traitance de la fabrication dans des usines en Asie, afin de réduire les coûts. Pendant ce temps, l'activité à Hildesheim, Allemagne, diminuait. Des départements ont fermé, des divisions ont été vendues et la structure s'est réduite peu à peu. La situation est devenue compliquée et, en 2015, l'entreprise est entrée dans un processus de protection contre l'insolvabilité en Allemagne. Une tentative de gagner du temps pour se réorganiser et trouver des investisseurs. Il y a eu des discussions, des tentatives et l'espoir que quelqu'un arrive avec un plan et les ressources nécessaires. Mais cela n'est pas arrivé. Au final, la réalité s'est imposée. Le modèle n'était plus viable. Au début de 2016, le site de Hildesheim a fermé et les derniers employés ont été licenciés. Avec ça,
Le Blaupunkt fabricant, le Blaupunkt qui concevait et produisait comme avant, est arrivé à sa fin. Et c'est là qu'est arrivé l'un des tournants les plus curieux pour beaucoup de fans de la marque. L'entreprise, en tant que telle, a disparu. Mais la marque, elle, a continué. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Que le nom Blaupunkt, le fameux point bleu, avait une valeur énorme. C'était un nom avec une histoire, une reconnaissance, de la nostalgie et un prestige accumulés pendant des décennies. C'est pour ça qu'au lieu de fabriquer des produits, on est passé à un modèle basé sur des licences. D'autres entreprises payaient pour utiliser le nom Blaupunkt sur leurs propres articles. Elles concevaient, fabriquaient et vendaient, et la marque encaissait pour autoriser cet usage. Pour gérer tout ça, la propriété et les licences ont été organisées via une entité appelée GIP Development, basée au Luxembourg, dédiée à l'administration de la marque. Et depuis la décennie 2010, le logo Blaupunkt a commencé à apparaître sur des produits très variés, presque toujours fabriqués par des partenaires externes. En réalité, le retour sur certains produits grand public via des licences avait même commencé avant la fermeture définitive, avec des téléviseurs et d'autres appareils vendus en Europe par des entreprises qui utilisaient déjà la marque. Avec le temps, ce modèle a énormément grandi. Selon des documents de la marque elle-même, vers 2023, il y avait déjà plus de 50 entreprises dans le monde développant et distribuant des produits sous le nom Blaupunkt dans plus de 90 pays. Et la variété est surprenante. Équipements audio et vidéo, téléviseurs, systèmes multimédia pour automobiles, téléphones mobiles, électroménagers, et même des friteuses à air, des robots aspirateurs, des climatiseurs, des vélos, et des trottinettes électriques sur certains marchés. C'était comme si Blaupunkt était passé d'une marque associée à l'ingénierie allemande et au son dans la voiture à une étiquette mondiale capable d'apparaître sur presque n'importe quel type de produit. Et c'est là qu'est arrivé un autre chapitre récent. En juin 2023, l'activité de la marque Blaupunkt, déjà en tant que marque licenciable, a été vendue par GIP Development et Aurelius à l'entreprise américaine Established, spécialisée dans la gestion de noms historiques et dans la concession de licences. Dans leur portefeuille, ils ont d'autres marques classiques comme RCA ou Thomson. Cela signifie que Blaupunkt est entré dans un système où plusieurs marques très historiques fonctionnent de manière similaire. Ce ne sont plus les usines d'origine, mais des noms gérés et licenciés à différents partenaires selon le produit et le pays. Alors, au final, qu'est-ce qui s'est passé avec Blaupunkt ? Eh bien, de manière résumée, comme on l'a dit, le Blaupunkt original a cessé d'exister. Cette période s'est terminée avec la vente, la restructuration, l'insolvabilité et, finalement, la fermeture. Mais le nom Blaupunkt a survécu et il est utilisé comme marque sous licence. Autrement dit, différentes entreprises payent pour l'utiliser sur leurs produits en s'appuyant sur lui pour booster leurs ventes. Parce que le point bleu attire encore l'attention. Il a une histoire et beaucoup de gens l'associent à la qualité. Le problème, c'est que voir ce point bleu ne signifie plus la même chose qu'avant. Il ne garantit pas un niveau de qualité précis, parce que ce n'est plus l'entreprise d'origine qui est derrière, à tout contrôler. Le nom évoque un âge d'or, mais la réalité actuelle est très différente. Malgré tout, beaucoup de passionnés gardent de l'affection et de la nostalgie en repensant au Blaupunkt d'autrefois. Certains espèrent même qu'un jour, un investisseur sérieux apparaîtra et relancera la marque comme un fabricant moderne avec des produits de très grande qualité. Et sur ce, on arrive à la fin. Si tu as aimé ce voyage à travers l'histoire de cette marque iconique, dis-le nous en commentaire et laisse ton like. Et si tu apprécies ce type de vidéo, je t'encourage à t'abonner pour ne pas rater les prochaines. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés jusqu'au bout. À la prochaine